Salut, je suis Louis, je suis architecte. Je suis diplômé de l'école l'INSA de Strasbourg en 2014 et j'ai travaillé et je continue de travailler un peu sur la question de l'architecture de l'urgence. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton départ à l'étranger après ton diplôme et où es-tu allé et pourquoi? Alors, ce qui a motivé mon départ, ça a été la recherche de faire de l'architecture de manière différente de celle que j'ai appris en études. Et je suis parti en Inde, un peu au hasard, parce qu'il y avait beaucoup de volontariat possible là-bas. J'avais envie de voyager et de travailler en même temps. Donc pour moi, le volontariat, c'était une belle forme pour cumuler les deux choses. Qu'est-ce que l'architecture d'urgence selon toi? Alors l'architecture de l'urgence, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de l'urgence qui est, elle, instantanée. Il faut répondre au manque de nourriture, d'eau, d'abri après une catastrophe. Et ensuite, il y a la phase de reconstruction. Et la phase de reconstruction qui est celle physique, c'est-à-dire l'habitat, l'architecture, la ville, et aussi la reconstruction psychologique et des tissus sociaux aussi, des communautés. Quels étaient les besoins sur place? Et les besoins sur place étaient très compliqués à définir. Donc il y avait un besoin de reconstruire 700 000 entre 700 000 et 800 000 habitats, ainsi que toutes les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, etc. Euh, donc les besoins sur place, c'est faire appliquer les- le code de construction. C'est-à-dire que depuis 1994, ils ont un code de construction pour la maçonnerie pierre, c'est essentiellement comment ils construisent avec du mortier-terre. Le code inscrit dedans toutes les techniques constructives qui permettent de rendre l'habitat antisismique, mais il n'a jamais été appliqué parce qu'il n'est pas obligatoire dans les milieux ruraux. Donc il y a un réel besoin d'informer la population sur ce code, de former des ouvriers et aussi après de reconstruire. Alors, quelles sont les spécificités de l'architecture vernaculaire en Inde et au Népal? L'architecture vernaculaire, elle est spécifique parce qu'elle repose sur une connaissance empirique de la construction. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, depuis des générations, construisent leur propre habitat dans les milieux ruraux. L'espace urbain maintenant est modernisé, donc construit plus en béton et en briques. Mais sa spécificité, c'est la spontanéité, c'est cette connaissance empirique qui est répétée à travers les générations. Euh, c'est aussi le fait de prendre en compte l'espace extérieur. L'espace extérieur est aussi important que l'espace intérieur. Euh, voilà, et après, c'est toute la vie, tout le mode de vie qui va avec la spontanéité. Alors, tu te revendiques architecte ouvrier. Qu'est-ce qu'un architecte ouvrier? Alors, architecte ouvrier, parce que je me suis intéressé à la construction, aux matériaux. J'ai commencé à construire de mes propres mains et je me suis indiqué comme architecte ouvrier parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, cette notion de prendre un chantier, de maîtriser de A à Z. Donc faire la conception, architecte et construire ouvrier, qui a eu beaucoup de sens aussi au Népal car ça permettait de s'inscrire dans des communautés, de former des ouvriers en même temps, de maîtriser la qualité de mise en œuvre, etc. Comment prendre en compte les risques majeurs, en particulier les risques de tremblement de terre, au moment de la conception du projet? Alors, pour prendre en compte les risques majeurs au moment de la conception du projet, il faut regarder tout d'abord le site où on construit.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Est-ce qu'il y a des risques de glissement de terrain? Est-ce qu'il y a de l'érosion, etc. Ensuite, au niveau du bâti, il faut introduire des éléments, il faut bien étudier la technique de construction traditionnelle actuelle et chercher à lui introduire des concepts antisismiques, des éléments antisismiques. Donc, par exemple, sur de la maçonnerie pierre, on va parler donc, au niveau des fondations, les bons dimensionnements. Il faut faire des chaînages qui peuvent être en bois, en béton ou autres matériaux. Ensuite, le plancher, il faut bien contreventer le plancher, essayer de créer un diaphragme pour ne pas qu'il bouge. Et la toiture, essayer qu'elle soit la plus légère possible. L'urgence de la reconstruction évacue-t-elle les questions réglementaires? Et comment as-tu géré les démarches administratives à l'étranger? Alors, elle l'évacue en partie en fait. C'est-à-dire qu'il y a des normes de construction à appliquer et elles sont dans un pays qui est peu organisé comme le Népal. Même après un tremblement de terre, c'est très compliqué de les appliquer. Donc ce qu'ils font, c'est la politique de construction qui va essayer d'encourager les personnes à appliquer ces normes. Donc elles vont mettre en place des subsides, donc des aides à reconstruire, en échange d'un contrôle. Et si le contrôle technique de la maison est valide, alors les familles obtiennent des aides. Quels conseils donner aux étudiants? Faut s'amuser, il faut vraiment chercher sortir des chemins battus et vraiment penser aussi son rôle en tant qu'architecte. Et à chaque situation, bon, moi mon rôle en tant qu'architecte, je l'ai réfléchi au Népal, mais en revenant ici, il y a énormément de questions. Quel est notre rôle en tant qu'architecte dans ce qu'on développe à chaque fois, à quel mouvement on participe, et notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de questions sur cette transition écologique. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là. Et donc, il faut re-questionner, moi je dirais re-questionner son rôle à chaque fois qu'on participe à un événement.